Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de milieu de semaine. Nous sommes le jeudi 19 janvier et voici les titres qui seront développés dans ce journal. C'est la période, le ministre d'État a présenté ses vœux à la presse hier, c'est au tour aujourd'hui de la sûreté publique ainsi que la mairie. C'est l'événement de la semaine avec le rallye, le 45e festival international du cirque de Monte-Carlo. Nous écouterons la princesse Stéphanie, ravie de retrouver l'ambiance sous le chapiteau de Fontvieille après 2 ans d'absence. Les rencontres philosophiques de Monaco organisent un atelier sur le masculin, le féminin et le neutre. Nous serons pour en parler avec une psychanalyste et vous allez pouvoir le constater, que l'on soit un homme, une femme ou un non-binaire, l'objectif est bien sûr le vivre ensemble. Et enfin, nous vous présenterons l'opéra Alcina de Handel, interprété par la nouvelle directrice de l'opéra, Cecilia Bartoli. Alcina qui sera jouée à la salle Garnier du 20 au 26 janvier. La traditionnelle cérémonie des vœux de la sûreté publique s'est tenue ce matin dans la grande salle du musée océanographique. Le prince souverain était présent ainsi que de nombreuses personnalités. Le reportage de Christine Datomel, Lionel Bernardi et Louis Borgia. Une salle comble pour cette cérémonie des vœux qui s'est tenue en présence des membres des forces de l'ordre et des officiels de la principauté et qui a débuté en musique avec l'hymne national. À cause de la crise sanitaire, cette cérémonie n'avait pu avoir lieu durant 2 années consécutives. Dans son discours, Richard Marangoni, le contrôleur général en charge de la direction de la sûreté publique, a rappelé quelques faits marquants comme la crise ukrainienne qui a fortement impacté l'activité du service. Il a également évoqué la lutte contre le blanchiment, les fortes croissances des activités opérationnelles avec un niveau de masse extérieure toujours très élevé à Monaco. Il en ressort un bilan plutôt positif pour l'année 2022 et de nouvelles perspectives pour 2023. L'année a été une année qui a repris sa pleine activité, je dirais, avec beaucoup de vigueur et d'effervescence. Donc après 2 années dédiées à la gestion de la crise de la Covid, cette année, je pense que les résultats sont satisfaisants. 2022, bien sûr, c'est notre déménagement dans un bâtiment provisoire, dans l'attente de notre bâtiment définitif. Donc bien sûr, c'est très important pour nous. Ça a été la gestion d'un nouveau grand événementiel, puisque nous avons eu 3 grands prix, donc la vie a vraiment repris, comme je le disais. 2023, ça sera un nouveau déménagement dans le bâtiment définitif. Et là, nous aurons vraiment un outil de travail très performant, extrêmement performant. Et ensuite, bien sûr, ça sera la poursuite de l'évolution et de la réorganisation aussi de la sûreté publique, comme je disais, doit en permanence évoluer. La sûreté publique, un service résolument plus moderne et qui sait s'adapter face à la montée en puissance du numérique, qui propose déjà de nouvelles cartes de séjour et bientôt le paiement des contraventions en ligne. En 2022, la sûreté publique a aussi changé de visage avec de nouvelles acquisitions. D'une part, 8 véhicules Volvo rouge et noir qui présentent une nouvelle sérigraphie et qui nous replongent dans les couleurs des années 60. Et d'autre part, la promotion et l'intégration de 52 élèves, lieutenants et agents de police. Une année qui fut aussi riche en changements pour la sûreté publique et pour protéger les 592 hommes et femmes qui assurent au quotidien notre sécurité et qui s'investissent sans compter au détriment souvent de leur vie privée. L'aumônier Julien Golino a béni le fanion et cette cérémonie a été clôturée avec l'hymne de la sûreté publique monégasque. Direction la mairie pour là aussi la présentation de vœux. Le maire entouré de ses élus a reçu ce matin la presse monégasque au cœur de la salle des mariages, fraîchement rénovée. Un discours qui a fait état d'une situation positive en sortie de crise sanitaire. Anaïs Rioux était sur place pour faire le point sur les actions en cours et les perspectives d'avenir. C'est un retour post-Covid pour les élus de la mairie de Monaco face à la presse locale. Les traditionnels vœux de la nouvelle année n'avaient pas été présentés depuis 2020, début de la crise sanitaire. Aujourd'hui, les chiffres sont bons puisque nous avons eu une foire à Taxion et un village de Noël avec un record de visiteurs puisque 700 000 personnes, c'est la plus grande manifestation à Monaco de l'année pour la foire à Taxion et 400 000 pour le village de Noël. Cette année, le message du maire est marqué par l'espoir avec des actions directes en faveur de la population monégasque qui débuteront mais surtout s'achèveront en 2023. On a profité de cette période Covid où l'activité était moins intense, on a fait beaucoup de travaux, on a fait la cour d'honneur, on a fait la mairie. Nous allons continuer à développer sur la carte d'identité numérique les espaces numériques, donc ça c'est des grands projets. Les crèches, ouverture de crèches, déjà en janvier,
Puis, à la fin de l'année, au Noria, avec d'autres berceaux. Les seniors, avec le nouvel espace de vie intergénérationnel qui va se terminer dans quelques mois. À retenir aussi la médiathèque et l'espace Léo Ferré qui font peau neuve, le développement de la carte d'identité monégasque en support numérique, ainsi que le futur jumelage avec la ville italienne Dolce Acqua en novembre prochain. 2023 sera également une année doublement électorale pour la principauté, avec les élections nationales et communales en février et mars prochains, où le maire a annoncé reconduire une liste. C'est un événement à Monaco. Après 2 ans d'absence, la 45e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo se déroulera du 20 au 29 janvier. Eh bien, à la veille du coup d'envoi, le traditionnel photocall s'est tenu cet après-midi. La princesse Stéphanie est entourée de nombreuses têtes d'affiche. La princesse qui nous a confié sa joie de revoir le cirque sous le chapiteau. C'est un entretien réalisé par Patricia Navarro. C'est important pour la profession, pour le festival, pour Monaco, pour tous les amoureux du cirque. Et c'est vrai que on attendait ça avec impatience parce que c'est des beaux moments de partage, de joie, on respire un peu et voilà. Donc je suis tellement contente que voilà, le chapiteau ait repris vie et voilà. Et en fait on se rend compte qu'on a l'impression qu'on ne s'est jamais quitté et que ces 2 années sans cirque, elles n'ont pas existé. On est là, on continue. Et pour marquer cette reprise importante, la programmation sera un petit peu différente cette année. Oui, parce que vu les 2 années sans festival et sans New Generation, on a mis les deux ensemble parce qu'en fait c'était 2 anniversaires aussi, le 45e et le 10e anniversaire du NJ. Donc on a fait une programmation mixte, donc il y aura des numéros de New Generation qui ont tout à fait leur place même dans le programme des grands comme on dit. Et donc voilà, donc il y a 2 compétitions en une, c'est le nouveau festival qui revient. Et c'est une année plein de challenges parce qu'on annonce possiblement des records. Oui, on a des records de partout, donc c'est pas sans vous dire que ça va pas être facile pour le jury, une fois de plus. Et c'est ça qui est merveilleux avec les gens de cirque, c'est qu'ils arrivent toujours à nous étonner, à aller plus loin et toujours venir ici à Monaco préparer des choses spécialement pour le festival. Et c'est ça qui est juste magique, malgré les 2 années où ils n'ont peut-être pas pu s'entraîner comme il fallait ou travailler, parce que s'entraîner c'est une chose, mais travailler devant un public c'est pas pareil du tout, c'est pas les mêmes techniques. Et de voir que malgré ça, dès qu'ils ont su que le festival reprenait, ils ont réussi à se dépasser et à nous proposer des choses encore plus extraordinaires, c'est juste génial, quoi. Ce sera impossible de citer tous les artistes de cette édition 2023, mais en tout cas, cela va mêler toutes les disciplines du cirque. Ah oui, on a vraiment de tout. Et puis on a des 2e générations, on a des gens qui reviennent, on a des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde comme d'habitude. Et puis voilà, on a dans le programme de New Generation, on a les petits des écoles de cirque ukrainiennes qui avaient fait le spectacle pour la journée mondiale du cirque au Théâtre Princesse Grace et qui sont venus là et qui sont en compétition pour New Generation. Donc voilà, c'est le cirque qui montre qu'il est solidaire et voilà, ça plein de belles choses. Oui, le cirque est solidaire et vous évoquez l'Ukraine, il y a effectivement des pays qui ne sont pas là cette année. Non. Alors je pense en premier lieu à la Russie bien évidemment, mais cela montre cette affiche qu'il y a une vraie vitalité et que les pays entre guillemets historiques peuvent être absents et il y a tout de même de l'innovation et du beau spectacle. Oui, notamment on n'a pas non plus de numéros qui viennent de Chine parce qu'ils ont des problèmes pour sortir, pour les visas, des choses comme ça. Et je trouve ça bien, c'est un peu comme les Jeux Olympiques, quand il n'y a pas les grandes nations, ça laisse une chance à tout le monde aussi. Voilà. Alors un dernier mot, ce sera une édition marquante parce qu'effectivement il y aura des prouesses, il y a un anniversaire important, il y a une affiche un peu différente, mais elle sera aussi importante parce qu'elle va précéder une édition l'an prochain qui s'annonce formidable, un hommage à votre papa le prince Régnier qui est toujours là un peu avec nous lorsqu'il s'agit de cirque. Ah, il est là dans ce chapiteau, ça c'est certain, oui, c'est certain. Oui, l'année prochaine, il y aura un hommage qui sera rendu au prince Régnier qui, sans lui, on ne serait pas tous là encore aujourd'hui. Et en plus, l'année prochaine, c'est le 50e anniversaire du festival à Monte-Carlo. Donc le premier était en 1974, donc c'est un double événement, double hommage. Donc on va voir, il y aura quand même une compétition, on va essayer d'avoir des numéros qui sont un peu symboliques, essayer d'inviter les pionniers, les familles qui ont cru au projet de mon papa en 1974 et qui l'ont soutenu là-dedans. Et voilà, et puis il y aura plein de choses autour, une belle expo, enfin voilà.
Mais place déjà à l'édition 2023. Merci beaucoup, Altesse. Merci beaucoup. Et vive le cirque. Vous l'avez entendu, c'est la joie sous le chapiteau de Fontvieille à l'idée de vivre cette 45e édition. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref, à commencer par un renouvellement d'accords de partenariat entre le gouvernement et l'Agence française de développement. Le ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei, et Bertrand Walkenaer, directeur général adjoint de l'AFD, ont signé au ministère d'État le renouvellement de cet accord cadre ce jeudi. 13 ans après le début de leur partenariat, les priorités communes ont évolué et sont désormais articulées autour de l'agenda 2030 des Nations Unies et de ses 17 objectifs de développement durable. Autre information, plus exactement un rendez-vous. L'association Jatalv, jusqu'au terme Accompagner la vie, organise une conférence vendredi à 19h à la Maison des Associations avec Tanguy Châtel, diplômé en sciences sociales et spécialisé dans la recherche des soins palliatifs et l'accompagnement auprès des personnes malades ou en fin de vie. Le thème choisi, la vulnérabilité féconde, ou comment la vulnérabilité est-elle une ressource de lien ou d'inventivité durant les temps de crise, ou encore en quoi l'expérience de la vulnérabilité pousse au dépassement de soi. La conférence est gratuite et ouverte à tous. Avec notre prochaine invité, nous allons parler du genre. Vous savez, le masculin, le féminin et depuis quelques années, le genre que l'on appelle neutre. Eh bien, les rencontres philosophiques de Monaco viennent d'organiser un atelier sur ce thème. Parmi les intervenants, la psychanalyste Laurie Lofer est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Le thème, donc, était le masculin, féminin et le neutre. Quel était l'objectif de cet atelier concrètement ? Expliquez-moi la thématique. La thématique de cet atelier était de mettre en perspective comment les identités, comme masculin, féminin ou neutre, peuvent être aussi construites socialement. C'est-à-dire que la question du féminin, du masculin, n'était pas les mêmes questions au siècle passé, par exemple. La question du neutre n'était pas tellement interrogée au 19e ou au 20e. Et quel message, en tant que psychanalyste, vous vouliez faire passer ? En tant que psychanalyste, le message était plutôt de montrer comment, lorsqu'il y a des personnes qui viennent consulter pour parler de leur identité, eh bien, comment il s'agit d'être ouvert, de travailler sur ses propres préjugés et entendre comment les identités relèvent beaucoup des normes sociales actuelles. Oui, c'est le regard de l'autre qui pose en règle générale problème quand on vient vous voir ? Entre autres, le regard de l'autre peut poser problème. Et parfois, quand ce regard est trop jugeant, il peut amener certaines inhibitions et parfois même certains empêchements. Et mon travail en tant qu'analyste, c'est de créer les conditions d'une certaine forme de liberté pour le sujet, y compris en lien avec les identités sexuées. Et quels sont les types de souffrances des personnes qui viennent vous voir, que ce soit un homme, une femme, une personne d'un genre neutre? Quelles sont leurs souffrances, qu'on comprenne bien? Les souffrances peuvent être liées à une reconnaissance sociale ou une non-reconnaissance sociale, à un jugement, à des formes de rejet qu'il peut y avoir parce que ces identités ou les représentations de ces identités n'entrent pas dans une conformité sociale. Une personne non-binaire, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans des assignations qui relèvent du féminin ou du masculin, c'est-à-dire qui ne se reconnaît pas dans des stéréotypes de genre, et donc qui est dans des zones où l'assignation est moins précise et moins représentée, mais qui est aussi une zone de liberté pour cette personne. Et il y a un nouveau mot dans la langue française que l'on retrouve par exemple dans le Robert, ouais. Dont on parle beaucoup, c'est le yel. Quel est votre point de vue sur ce terme ? Je dirais que ce qui est important, c'est si la personne demande à être nommée ou assignée ou interpellée avec ce terme, je pense qu'il faut... Pourquoi ne pas respecter cette demande-là ? Mais alors justement, parce que je suis un peu perdu des fois, parce que je veux froisser personne, mais j'ai une personne dont vous avez parlé, une personne peut-être même androgyne en face de moi. Qu'est-ce que je dois faire ou dire pour ne pas la froisser ? Je dois dire madame, monsieur, yel, quel doit être mon comportement vers une personne neutre ? Je peux lui demander comment il ou elle veut être... interpellé. Aux États-Unis, alors je ne dis pas que c'est un modèle, mais parfois aux États-Unis, maintenant, il est demandé aux personnes de préciser dans quel genre grammatical ils veulent être interpellés. Ils ou elles veulent être nommés ou interpellés.
Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça, etc. Mais bon, on voit bien qu'il y a des sensibilités, il y a des susceptibilités qui sont parfois à respecter. Je pense que tout ça demande beaucoup de tact, beaucoup de délicatesse, beaucoup de respect. Et pour finir, Martin Luther King disait nous devons apprendre à vivre ensemble, sinon nous allons mourir tous ensemble, mais comme des idiots. Est-ce que c'est une phrase qui pourrait correspondre à notre conversation ? Écoutez, alors vraiment là, je suis très honorée que vous citiez Martin Luther King pour résumer notre conversation. Je suis absolument d'accord avec lui. Je ne vois pas comment on pourrait dire mieux et autrement. Ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, sortir d'une certaine forme d'ignorance ou être curieux, notamment quand il s'agit de l'autre ou des autres, je pense que c'est une trace d'humanité qu'il s'agit de continuer de travailler. Il y a du travail d'ailleurs. Bien, c'est là-dessus que s'achève notre entretien. Merci Laurie Lofer. Merci beaucoup. Et prochain rendez-vous du côté des rencontres philosophiques de Monaco, le jeudi 16 mars au théâtre Princesse Grasse avec comme thème principal le rêve. Une idée sortie du 18 au 29 janvier, l'espace 22 situé boulevard d'Italie accueille l'artiste brésilienne Arlette Lima avec son exposition Waves of Human Connection. Dans un tout autre domaine, le tennisman Hugo Nys, représentant de la Fédération monégasque, vient de passer le premier tour en double de l'Open d'Australie avec un joueur polonais, Jan Zielinski. Ils ont battu une paire, 13e au classement à l'ATP en 3-7. Ils se retrouveront donc au deuxième tour de ce tournoi du Grand Chelem. On retrouvera Hugo Nys à Monaco pour la Coupe Davis. Début février, Monaco rencontrera la République dominicaine. De la musique à présent, plus précisément de l'opéra, avec les 4 représentations du premier spectacle proposé par la directrice de l'opéra, Cecilia Bartoli, qui interprète le rôle principal de Alcina de Handel, un compositeur qu'elle affectionne particulièrement. José Sacré, Olivier Bonello et Clélia Renaud ont assisté à la Générale. Reportage. Œuvre de féerie, de musique et de danse, l'opéra Alcina de Handel est donné pour la première fois en version scénique à Monaco, avec les musiciens du Prince, une distribution de rêve et dans le rôle titre, Cecilia Bartoli. Cecilia, pourquoi avoir choisi cet opéra pour ouvrir votre première saison en tant que directrice de l'Opéra de Monte-Carlo ? J'ai choisi Handel, c'est-à-dire le plus grand compositeur de l'époque baroque, parce que Handel c'était le plus grand avec peut-être avec Vivaldi, avec des autres, mais je trouve que c'est une chef-d'œuvre absolue, Alcina, et je trouve Alcina et Ariodante. Alors c'est-à-dire on a déjà fait Ariodante pendant la là, ça fait quelques années, oui. Et là, je me suis dit, c'était notre grand chef-d'œuvre, c'est l'Alcina. Et voilà, je pense que c'est surtout dans cette mise en scène, la mise en scène, le décor, c'est vraiment d'une élégance, d'une modernité en même temps, d'une élégance, d'une sobriété et d'une profondeur. Alors, je me suis dit, là, on a toutes les couleurs, vraiment, dans cet opéra et dans cette mise en scène aussi. Votre personnage d'Alcina est un personnage extraordinaire. Comme vous les aimez, c'est une magicienne, une sorcière, mais ça finit mal pour elle. Ça, c'est très intéressant parce que finalement, les sorcières ne peuvent pas tomber amoureuses parce que à cause de ça, si on tombe amoureuse, les sorcières perdent tout le pouvoir. Alors, et je pense qu'Alcina, pour la première fois, vraiment, elle est amoureuse de quelqu'un parce que les autres, elle joue avec les autres et après, elle transforme des animaux, de pierres, de trucs comme ça. Mais pour la première fois, elle tombe amoureuse et elle décide. Ça, c'est tellement fort, ça, c'est tellement beau et c'est tellement unique que je veux continuer, même si je sais que je suis en train de perdre le pouvoir. Et je trouve que ça, c'est magnifique. C'est la femme qui sort. Pas seulement la sorcière, c'est la femme. Avec 4 représentations d'Alcina, les répétitions et les autres spectacles qui vont s'enchaîner, les semaines qui viennent ne seront pas de tout repos pour vous, Cecilia. Et là, je deviens la directrice. C'est un petit peu ce que je faisais à Salzbourg aussi. Oui. Alors, il faut soigner la voix, mais aussi j'ai des collaborateurs magnifiques. Et j'aime bien aussi, quand je suis sur scène, je suis obligée à déléguer. Ça, c'est normal. Ce sera aussi notre directeur délégué, c'est mon mari aussi dans ma vie, qui va être là dans le bureau quand je suis sur scène. Il va être là
Et je pense que non, on a un team vraiment exceptionnel et c'est une belle famille. Et je pense que ça, c'est grâce à Jean-Louis aussi qui a créé ça. Je trouve que je vais continuer à nourrir cette famille. Alcina à l'Opéra de Monte-Carlo du 20 au 26 janvier. Quel temps va-t-il faire ce vendredi? La réponse avec vous, Christine Tomel. Bonsoir. Bonsoir Fabien, vendredi le temps sera instable, les nuages suivis de quelques averses, une matinée plutôt grise et pluvieuse donc, et une après-midi qui restera couverte également mais qui sera accompagnée de quelques éclaircies. Le climat sera encore plus frais que les jours précédents, 8 degrés pour les maximales et 3 degrés seulement pour les minimales. Le soleil se lèvera à 7h56 et se couchera à 17h25. Demain, nous fêterons les Sébastiens. Merci Christine Dahl. Je vous donne 2 rendez-vous sur Monaco Info avant de se quitter. Ce soir dès 21h30 avec le départ du 91e Rallye Monte-Carlo commenté par Vanessa Dessy, Frédéric Hélion, Christophe Paco et Franck Phillips. Et à partir de 23h30, l'émission Les Experts consacrée aux premières étapes de ce mythique rallye. Quant aux photos du jour, elles sont consacrées à l'autre événement du moment, le 45e Festival international du cirque de Monte-Carlo avec le traditionnel photocall qui s'est tenu cet après-midi. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain 19h pour une nouvelle édition. Passez une excellente soirée, portez-vous bien et à demain.